Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce bada du Nouvel Esprit Public dans notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné, bada qui me donne le plaisir et l'occasion de recevoir Charlotte Elman-Cachin. Charlotte, bonjour. Et nous allons ensemble parler de votre travail qui consiste à faire vivre la personnalité, l'œuvre et même la vie privée de votre arrière-grand-père, Paul Signac. Donc, commençons peut-être, parce que tous nos auditeurs ne sont pas forcément intéressés à la peinture, ou pas tous forcément intéressés à la peinture de cette époque, par situer Paul Signac il est né à la fin du 19e, il est mort avant la Seconde Guerre mondiale, mais situons-le plutôt au point de vue de la tradition picturale. Paul Signac est un jeune homme qui naît en effet au mi-temps du 19e siècle et qui va avoir un coup de foudre pour la peinture, alors que ce n'est pas du tout son milieu d'origine, en visitant une exposition Monet à l'âge de 16 ans. Donc il va être assez vite séduit par cette envie. Il va devenir un peintre autodidacte et bien sûr ce sera un jeune impressionniste. Nous sommes dans début des années 80 et il va peindre dans le style de Monet, de Guillaumin et qui seront ces deux figures, je dirais, de référence lors de ses premières années. D'ailleurs, il va écrire à Monet, qui va lui répondre très gentiment. Ils vont avoir une amitié qui durera tout au long de leur vie. Donc, il commence jeune impressionniste et puis, un peu plus tard, il va faire une rencontre décisive qui sera celle de Georges Seurat. Georges Seurat qui avait mis au point une nouvelle façon de peindre, qu'aujourd'hui on désigne souvent sous le nom de pointillisme, mais qui faisait bondir ses concepteurs, à savoir Seurat et Signac, mais qui consistait à diviser la couleur en petites touches de couleur pure et dont l'idée était que le spectateur recomposait la couleur à travers ce spectre de couleurs divisées. Et Signac va devenir assez vite on a dit le Saint Paul du néo-impressionnisme. Il va en être le porte-parole, d'autant plus que Seurat va mourir très jeune et que Signac va se sentir disons le héros et le porte-drapeau de cette technique dans laquelle il va embarquer toute une série de peintres qui vont le suivre. Pissarro, son aîné, qui va lui aussi diviser la touche colorée, Cross, Van Rysselberghe et bien d'autres. Donc voilà où il se situe, en tout cas sur le plan de la peinture. Mais par ailleurs, c'est un homme qui est très ouvert aux autres tendances. Il regarde ce que font ses contemporains. Il s'intéresse, comme il va très vite aussi, non seulement peindre, mais aussi diriger un salon qui s'appelle le Salon des Indépendants, qui est au départ un salon très révolutionnaire et puis ensuite plus reconnu. Il va s'intéresser beaucoup aux jeunes, aux plus jeunes que lui, aux fauves, aux nabis. Donc c'est quelqu'un qui est assez, malgré son côté, je dirais, théoricien de sa propre technique, qui s'intéresse beaucoup à l'art des autres et qui va aussi les influencer. Il va recevoir Matisse notamment, qui aura des débuts de touches divisées. Et voilà, c'est un homme qui se situe un peu au mi-temps de ces deux tendances. C'est un homme dont on pourrait dire, je crois, qu'il avait de nombreux appétits, ou de nombreuses curiosités, mais de nombreux appétits, me paraît, enfin, je ne sais pas, c'est comme ça en tout cas,
en tout cas que je le ressens. Pour le situer quand même, parce que il y a plusieurs images un peu d'Épinal, des peintres. C'est pas le peintre maudit, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui doit, chanter dans la rue pour s'acheter des couleurs, c'est une famille bourgeoise. Heu, Signac est le contraire du peintre maudit. C'est un homme heureux, profondément, heureux et je dirais même, doué pour le bonheur. En effet, il est né, très gâté. Il n'est pas d'une famille, milliardaire, comme certains ou en tout cas très, très riches comme la famille de Caillebotte, par exemple, mais il est d'une famille tout à fait aisée. Ses parents sont selliers de l'empereur, la marque Signac, aurait pu devenir, Hermès. Et dans un milieu, je dirais, pas bobo parce que ce serait un anachronisme, mais c'est une bourgeoisie ouverte. On ne le contraint pas du tout à reprendre l'entreprise familiale. On le il voulait être architecte, non, au il début? y a un moment, il hésite, mais très vite, ça va être la peinture. Il ne passe même pas son bachot. On ne le contraint en rien. Il achète, il se retrouve, jeune, à hériter d'une somme d'argent et qu'il va tout de suite mettre à profit pour acheter, des tableaux, de Guillaumin, de Cézanne et plus tard de Degas. En effet, et son appétit pour la vie, est multiple. C'est quelqu'un d'abord, qui était très gourmand. C'était un très grand sportif. Alors la voile a pris une grande importance, dans sa vie. Il est devenu marin quasi professionnel. Il a gagné je ne sais plus combien de régates. Il a fabriqué lui-même des bateaux. Il en a possédé plus d'une trentaine. C'était vraiment quelqu'un qui faisait ça. Tout ce qu'il faisait, il le faisait à fond. Je dirais, que ce soit la voile, que ce soit, le vélo. C'est un homme qui aime le mouvement, qui aime la nouveauté. Il fait énormément de vélo. Dès que les voitures existent, il passe le permis. Il s'achète des voitures, il se passionne pour les moteurs. C'est vraiment quelqu'un qui est en mouvement, qui a un appétit général de l'existence, je dirais. Et c'est en même temps un anarchiste? Non, si? Oh oui, on peut le dire, heu, même si ça a pu lui être reproché, hein, parce que, un grand bourgeois qui prône l'anarchie, ça pouvait avoir quelque chose de paradoxal, mais pas tant que ça. Il a reçu une éducation. Son père, pendant la Commune, avait tenu un journal, et lui avait transmis des idées, de fraternité, de morale, de rigueur. Donc il a toujours chez lui ce souci, je dirais, du sort des plus faibles, cette absence totale de prétention, de pose. C'est un homme qui est assez spontané, et qui va épouser en effet les idées anarchistes, parce qu'à son époque, elles correspondent aussi à un mouvement général, très large. Il y a une très grande violence qui se propage dans la société. Lui n'est pas du tout un actif ni un violent, mais je dirais par son antimilitarisme, par son anticonventionnalisme. Quand on est un jeune peintre, je dirais d'avant-garde, en général, à cette époque-là, on n'est pas, du côté de l'ordre. Donc c'est un parcours, je dirais, relativement classique. Il n'est pas le seul d'ailleurs à penser, à partager ses idées. Il les partage avec notamment Pissarro, qui lui va devoir, au moment des attentats anarchistes, s'éloigner de la France, partir en Angleterre, puisqu'il est très impliqué dans la propagande anarchiste. Signac, lui, n'est pas inquiété. Il est, à ce moment-là, installé à Saint-Tropez, où il va plutôt choisir, de décrire l'anarchie, dans des tableaux, harmonieux. Oui, il y a un tableau un peu étrange d'ailleurs qui est comment s'appelle-t-il? Le temps Le d'harmonie temps d'harmonie, absolument. qui Qui a l'air un peu naïf par rapport à ce qu'on sait du personnage Signac. Signac savait un peu mieux que ça, que l'humanité n'était pas composée de bisounours qui pouvaient se mettre tout nus au bord de absolument. voilà. Oui, c'était
pas du tout un bisounours et comme on peut le voir dans son journal, c'est un homme qui a la dent dure et qui ne se fait aucune illusion sur l'humanité qui l'entoure. Mais je dirais que ce tableau est un grand tableau maudit dans le sens où finalement, à mon sens, c'est un tableau raté, mais un tableau raté très important et très intéressant, dans la mesure où Signac se sent obligé, de au moment où il compose ce grand tableau, heu, comme Seurat, son mentor, vient de mourir, il se sent obligé de peindre une grande machine, c'est-à-dire un grand décor à la manière de Seurat qui, comme on le sait, a peint, des tableaux, très grands et L'île très de la Jatte, décoratifs, l'île de la grande Dimanche à la Grande Jatte, la Parade, etc., chargé de trop d'intentions puisque il commence à le composer, en pleine tourmente anarchiste. Le procès des 30 bat son plein, et en plus, il s'est fixé comme objectif de décrire, une société, utopique, tout ça dans un décor tropézien qu'il vient de découvrir. Heu, Résultat des courses, le tableau, lui demande presque 2 ans, il en souffre beaucoup, le tableau n'est pas très bien accueilli et prudemment, il va, s'en tenir à ce qu'il sait le faire le mieux, à savoir, des grandes toiles, extrêmement, paisibles et qui décrivent une harmonie moins démonstrative, si j'ose dire. Vous venez de dire citer à plusieurs reprises Saint-Tropez. Alors d'abord, il ne s'agit pas du Saint-Tropez, ni de Brigitte Bardot, ni encore moins de celui d'aujourd'hui. Il s'agit du Saint-Tropez de 1892 ou quelque chose comme ça, où il arrive par la côte, Il mais où il est attiré par, quel est le confrère qui s'est installé déjà par là et qui leur a c'est dit à tous: «Venez», c'est Henri-Edmond Cross, voilà. qui est installé au Lavandou, depuis peu. Signac a aussi, lu Maupassant, et il n'a pas manqué de découvrir, la description que Maupassant fait de Saint-Tropez. Il prépare son voyage de façon très professionnelle, comme tout ce qu'il fait. Il part de Bénodet, au moment des grandes marées, tout ça sans prévision météo, hein, il va descendre, ju par le canal de Midi et il va arriver un jour de mai, 1892 dans le port de Saint-Tropez, par vent arrière. Il fait une entrée, impeccable dans le port et les vieux loups de mer qui sont là sont assez impressionnés de voir ce jeune homme, venu du nord, qui, navigue, parfaitement. Et en effet, il trouve Saint-Tropez, sur le conseil de Cross et il va, très vite, s'y installer. C'est le coup de foudre. Il avait besoin de chaleur et de lumière, donc il va être servi. Et là, il va vivre une période de sa vie extrêmement prolixe, extrêmement, heureuse. Et il va, non seulement, s'y installer, mais y faire venir, toute une bande d'amis, d'intellectuels, de peintres, qui vont ainsi découvrir Saint-Tropez, qui vont peut-être, en gros, peut-être, préfigurer, le Saint-Tropez, bohème, des années qui vont suivre. Oui, parce qu'on croit souvent que Saint-Tropez, c'est Colette, mais c'est pas Colette, c'est avant Colette, c'est Signac et les peintres Signac qui achètent une maison, qui y fait construire un atelier et qui peint, Alors Signac s'installe d'abord dans une petite maison qui s'appelle la Ramade, et puis, il y est parfaitement heureux et finalement il achète un mât, assez classique, Second Empire, mais qui a l'avantage d'avoir une vue, sur toute la baie et il va, demander à son ami Octave von Risselberg, le frère du peintre, de lui agrandir cette maison et de lui bâtir un atelier sur mesure, un grand atelier, dans lequel il va travailler, de longues périodes de sa vie. Heu, Après avoir fait des croquis sur le motif, c'est dans cet atelier qu'il peint ses grandes toiles. et jusqu'à quand va-t-il, être un résident de Saint-Tropez, même s'il n'est pas à Saint-Tropez soit 365 jours par an, mais Alors il vit entre Paris et Saint-Tropez de façon tout à fait régulière, je dirais entre 92 et 1912.
Et puis ensuite, il va y vivre quand même de manière, plus intermittente, mais très régulière, puisque sa vie personnelle prend un tour, nouveau. Il va quitter, son épouse et compagne de 28 ans pour une autre dame, avec laquelle il aura une fille. Ce sera la grande aventure de la deuxième partie de sa vie, puisqu'il a déjà 50 ans lorsque ça lui arrive. Mais Signac est un homme de l'harmonie et donc il va réussir cet équilibre difficile de vivre entre deux familles, deux couples, deux modes de vie, puisqu'il laisse à sa première femme cette grande maison et que à peine le bébé né, va venir y passer 15 jours pour les vacances, pour, je dirais, présenter cet enfant comme un cadeau presque à sa première épouse et donc eh bien, 3 ou 4 fois par an pour les vacances, puis pour les vacances scolaires, il viendra. Et au fond, la Une reste quand même la Une, c'est le nom de cette maison, reste un peu son domaine qu'il continue à gérer à distance avec beaucoup de soin et de précision. Et alors tout ça se passe dans une harmonie volontaire, mais qui n'est pas conforme aux lois. Je veux dire par là que la filiation pose des problèmes et que cette fille, que Paul Signac aura eue avec sa maîtresse et non pas avec son épouse, cette fille, qui est votre grand-mère, ne sera enfin, pour devenir, la fille de Signac, qui a besoin de quelques coups de pouce quand même. Ah oui, alors, déjà, le scandale est absolument énorme, et puis petit à petit, Signac va en effet, essayer de tisser ce qu'on dirait aujourd'hui une famille recomposée, mais évidemment ça ne va pas sans tiraillement de part et d'autre. Et puis effectivement, puisque la loi sur les enfants non légitimes, je crois, a été changée en 75 ou quelque chose Oui, comme du temps ça, en effet, si cette petite fille n'est pas, elle naît de père non dénommé. Et donc, jusqu'à ce qu'elle soit adoptée par Berthe Signac à l'âge de 13 ou 14 ans, elle n'a droit absolument à rien. Donc ça, c'est une angoisse qui tenaille Signac, on le voit dans sa correspondance dès sa naissance. Et il va s'employer pendant 13 ans à convaincre son épouse d'adopter cet enfant et il va y arriver. Et donc, par un micmac administratif, en effet, elle va se retrouver à la fois la fille et la fille adoptive de Paul Signac, puisque le couple Signac adopte donc la fille de Signac. Voilà. Merci Charlotte Elman-Cachin. Je vous propose que nous nous retrouvions la semaine prochaine pour aborder d'autres aspects, non seulement de la vie de Signac, mais aussi du travail que vous-même vous faites pour faire vivre Signac de différentes manières.